Oui, alors, bonjour, moi je m'appelle Caroline Lumer et je travaille à l'Aglo Pays Basque et je vais faire la présentation à deux voix avec Mathias Delpech que je laisserai se présenter tout à l'heure. On a fait le parti pris de faire cette présentation à deux voix et ça pourra faire partie du contexte. C'est OK. Où en fait on travaille main dans la main avec les partenaires scientifiques et avec l'Aglo au travers du GIS Littoral Basque pour justement gérer au mieux les risques de submersion et d'érosion. Donc ça nous a paru important aujourd'hui de refléter ces partenariats qu'on a au quotidien ensemble vu qu'on travaille main dans la main pour relever ces défis de tous les jours. C'est la flèche rouge, pardon. Je pense. Verte. Non, la verte. Ah, et la rousse, pardon. Ouais, donc en guise d'introduction, juste pour revenir sur les hivers 2013-2014, qui ont été une prise de conscience pour tout le monde, y compris sur la côte basque, vu qu'il y a eu d'importants dégâts aux infrastructures et également des morts, un mort à Biarritz. Donc ça a été un peu l'électrochoc de nouveau qui a permis de remettre sur la sellette ces thématiques importantes de prévision et de gestion des risques d'érosion et de submersion, et puis pour mettre en place des outils qui nous aident au quotidien pour mieux prévenir ces aléas, surtout mieux les anticiper, et pour être prêts quand ils arrivent, et surtout travailler aussi avec nos populations pour initier une vraie culture du risque, voilà, pour partager ça avec tous les acteurs du territoire, y compris les citoyens. Voilà, et donc l'approche qu'on a développée dans Marea, elle s'est déclinée selon les 4 points que vous voyez listés en bas de cette diapo, avec donc un volet d'observation, un volet de modélisation, et ensuite une application opérationnelle de ces outils-là pour faire de la prévision, et également donc un travail sur la capitalisation et la mémoire du risque et des épisodes de tempête sur la côte basque. Donc quelques mots de contexte sur la côte basque et sur le volet d'observation pour expliquer la démarche qu'on a suivie. Donc comme vous le savez sûrement, le niveau d'eau à la côte est composé de différentes contributions qu'on peut diviser en la marée, la surcote atmosphérique qui est liée à la pression et au vent, et des effets donc, qui sont à l'échelle beaucoup plus locale et liés aux vagues. Donc sur la surcote induite par les vagues qu'on décompose généralement en setup et swash, le setup étant la surélévation moyenne liée au déferlement des vagues, et le swash une composante plus instantanée qu'on appelle souvent jet de rive en français. Et donc c'est l'ensemble de ces composantes-là qui contribuent au niveau d'eau total à la côte et donc possiblement aux impacts associés au phénomène vague-submersion. Et la configuration de la côte basque, de la côte sud-aquitaine, fait que le swash et le setup, c'est-à-dire les contributions locales des vagues, sont assez largement majoritaires dans le niveau d'eau maximal qui peut être observé à la côte. Et donc la philosophie du projet Marea et des outils qui ont été mis en place, c'est d'arriver à caractériser cet effet local. Donc pour ça, on s'est basé sur les réseaux d'observation existants, les marégraphes du réseau REFMAR, les bouées holographiques du réseau du CEREMA. Mais on a eu besoin de compléter ces observations-là par des observations à l'échelle de la plage et en particulier des composantes de surélévation liées aux vagues, du setup et du swash, qui sont difficilement mesurées avec les marégraphes qui sont généralement implantés dans des zones plutôt protégées. Donc on a réalisé plusieurs campagnes de mesure, dont donc une campagne principale qui était l'année dernière, durant l'hiver 2017-2018. Et les principales composantes du protocole sont résumées ici. Donc avec pour objectif, encore une fois, de caractériser la réponse de la plage et du niveau d'eau à un épisode de tempête, y compris donc les effets locaux liés au déferlement des vagues et aux surélévations induites par les vagues. Donc on a déployé pour ça des capteurs subtidaux pour mesurer les vagues à l'approche de la zone de déferlement, des capteurs de pression en zone intertidale pour arriver à caractériser le niveau d'eau dans cette zone-là. Donc ces capteurs-là, ils ont été déployés par grand coefficient de marée juste avant un épisode de tempête. On les a laissés sur la plage pendant les 3 jours de l'épisode de tempête et récupérés ensuite. Ça a été complété par des levées bathymétriques et topographiques de la zone avant, pendant et après la tempête pour avoir le suivi de la morphologie de la zone de la plage qui est sableuse, donc qui bouge pendant l'épisode. Et toutes ces observations ont été complétées par un système de mesure vidéo qui a été implanté dans le cadre du projet Marea sur la grande plage de Biarritz.
Et donc ce système vidéo, je le détaille un petit peu, c'est le côté peut-être plus original de ce protocole-là. Et c'est ce système qui va fournir les informations principales sur le setup et le swash, c'est-à-dire les contributions des vagues. Et donc le principe, c'est des images vidéo qui sont acquises à haute fréquence sur la plage. Ensuite, on applique un traitement à ces images pour extraire les pixels vidéo le long de transects cross-shore de contrôle. Ça donne ce qu'on appelle des time stacks, qui sont ce que vous voyez ici. C'est une série temporelle des pixels le long de ces transects, qu'ensuite on analyse pour détecter la limite entre la Terre et la mer. Et donc ça permet finalement de fournir une série temporelle d'élévation de la limite Terre-mer le long de la plage quand on recoupe cette information sur l'horizontale avec une mesure topographique sur la verticale. Donc ça fournit une mesure finalement du niveau d'eau total à la côte en incluant toutes les composantes qui nous intéressent, notamment celles des vagues à haute fréquence. Et donc quand on combine toutes ces observations, voilà des exemples de résultats. Donc ça c'est l'épisode de tempête qu'on a instrumenté, donc avec un épisode de vague qui était énergétique mais pas non plus extrêmement énergétique pour la zone, avec une hauteur maximale de 4 mètres à l'approche de la plage et une période de pic de 15 secondes. Et ici, ce que vous voyez, ce sont les mesures de hauteur significative des vagues par les différents capteurs de pression qui ont été déployés devant la plage. Et donc plus dans la légende du large vers la côte, donc plus on va vers les couleurs jaune ou vert clair, plus on est proche de la plage. Et donc ce qu'on voit sur ces graphiques-là, c'est notamment une décomposition entre la hauteur significative des vagues courtes et la hauteur significative des vagues, ou des ondes qu'on appelle infragravitaires, qui sont des ondes associées à des périodes qui sont typiquement de l'ordre de quelques minutes, et qui vont se superposer aux vagues courtes et, comme on va le voir, avoir un effet potentiellement très important sur le niveau d'eau total à la côte ici. Et ce qu'on a mesuré en fait pendant la campagne, c'est une très très forte augmentation de cette composante infragravitaire entre la période calme au début de la campagne et l'épisode énergétique, avec des ondes infragravitaires, donc des ondes de période de quelques minutes qui vont superposer aux vagues courtes et qui vont atteindre des amplitudes qui ont dépassé le mètre, donc très importantes, et qui vont donc contribuer à une surélévation globale du niveau d'eau sur laquelle va se superposer l'effet des vagues individuelles pour finalement contribuer au niveau d'eau total à la côte. Ici, donc, ce niveau d'eau total, c'est ce qu'on a mesuré donc, également avec ce protocole. Et ce qui est intéressant, donc, c'est de comparer ces deux figures-là. Ici, ce que vous voyez, c'est le niveau d'eau moyen mesuré, enfin la surélévation du niveau moyen par rapport au niveau de la marée mesuré par les capteurs qui sont dans la zone de déferlement, qui est globalement principalement composé du wave setup. Et on voit qu'on atteint des valeurs maximales de l'ordre de 40 cm dans la zone de déferlement, donc 40 cm de surélévation par rapport au niveau moyen au niveau de la marée. Et ça, ce sont les mesures acquises avec la vidéo de niveau total et une décomposition du setup et du swash, donc les composantes liées aux vagues sur la plage. Et on voit que là, on atteint des ordres de grandeur significativement supérieurs et qu'on peut mesurer grâce à la vidéo avec plus d'1,50 m de composantes maximales de setup et jusqu'à 2,10 m sur le swash. Donc 2,10 m plus 1,50 m qui s'ajoute au niveau de marée pour constituer cette élévation sur la plage. Et finalement, avec la vidéo, donc qui permettait ces mesures-là, en traitant les images, on peut aussi caractériser les régimes d'impact sur la plage, c'est-à-dire est-ce qu'on est plutôt dans un régime de collision des lames d'eau sur le haut de plage ou un régime de franchissement, comme vous avez des illustrations ici sur les images. Et on peut aussi caractériser l'intensité ou en tout cas la fréquence d'occurrence de ces différents régimes qui sont des indicateurs d'impact de la tempête sur le haut de plage. Donc l'autre composante importante du projet, c'était la modélisation qu'on associe aux observations pour analyser les processus et caractériser finalement quels sont les processus clés qui vont déterminer le niveau d'eau maximal à la côte et les impacts associés. Donc pour ça, on déploie différents types de modélisation que je vais devoir vous présenter rapidement ici, mais elles sont composées un premier modèle spectral qui permet de transporter l'information de vagues du large de la zone côtière jusque devant la plage pour avoir une information de vague précise devant la zone de déferlement.
Et ensuite, on va coupler cette information sur les vagues incidentes avec des modèles qui vont représenter le niveau d'eau sur la plage et la submersion. Là encore, on a différentes approches. On a testé des approches paramétriques, des approches à phase moyennée et des approches déterministes. Celle qui est la plus aboutie aujourd'hui dans le projet, c'est l'approche qui est illustrée ici, qui est la paramétrique, où donc on a utilisé une formulation qui est issue des travaux de Stockdale en 2006 pour représenter, estimer le run-up, c'est-à-dire le swash et le setup sous l'effet des vagues incidentes. Donc ça permet d'avoir une estimation du niveau d'eau total sur la plage. Et on a comparé ces mesures-là avec les observations collectées durant la campagne d'une part, donc à l'échelle d'un événement. Et un autre travail qu'on a mené, c'est une comparaison avec un historique de l'impact des tempêtes qui a été reconstruit depuis 2013-2014 en collaboration avec la ville de Biarritz sur la grande plage de Biarritz. Et ce qui a permis donc de comparer l'impact constaté des tempêtes avec une estimation de l'impact basée sur ce modèle-là, et donc de valider l'utilité de ce modèle-là pour anticiper ou reproduire les impacts sur le haut de plage. Et donc finalement, l'autre composante du projet, c'est d'essayer de transférer ces approches-là, aussi bien les systèmes d'observation que de modélisation, en opérationnel, c'est-à-dire en temps réel pour faire de la prévision. Donc ça, c'est ce qu'on est également en train de réaliser dans le projet. Donc on va avoir un système de surveillance et de prévision qui va combiner la vidéo en temps réel, la chaîne de modélisation qui fait de la prévision des vagues et de la submersion à la côte, et tout ça dans un outil qui va être mis à disposition de la collectivité, duquel on va sortir des indices d'impact en anticipation de l'arrivée des tempêtes qui vont guider des mesures de gestion. Et donc le dernier volet du projet, pour lequel je vais repasser la parole à Caroline, c'est un volet sur la culture du risque et la capitalisation sur ces informations. Oui, du coup, pour faire rapidement là-dessus, c'était pour aussi vous montrer qu'on travaille bien, en effet, comment dire, que les deux cœurs de métier sont importants. D'une part, la prévision scientifique, et puis pour faire le lien aussi avec l'opérationnel et donc les collectivités. Et aujourd'hui, que ce soit les communes ou l'agglo, on a besoin d'avoir ces données précises d'aléas que les scientifiques nous fournissent à 5 jours et 3 jours en avance pour vraiment avoir une idée très précise de où peut passer l'eau sur nos infrastructures, ce qui nous permet d'anticiper sur les moyens de protection et de gestion à mettre en place, que ça soit par, on a mis quelques exemples ici, du régalage de plage pour atténuer la plante, poser des big bags et éventuellement aussi des digues amovibles, ou anticiper tout ce qui est évacuation des populations en endroits vraiment vulnérables, et aussi prévoir les travaux d'urgence et de remise en état et de mise en sécurité qui sont souvent malheureusement le lot des collectivités après les différents dommages. Et le fait d'avoir aussi cette information très locale et très précise nous permet, nous, de mieux informer les usagers en amont, donc notre population, les différents acteurs économiques qui sont sur les sites à risque. Et c'est important de le préciser, car ici, il y a une complémentarité en fait, avec les alertes préfectorales vagues submersion, qui nous donne des vigilances à l'échelle départementale, sauf qu'au niveau du Pays Basque, sur les 40 km de côte que l'on a, sur une même tempête, on n'a pas les mêmes dégâts d'une plage à l'autre, ce qui fait qu'on a des grandes disparités pour des mêmes conditions de houle, et on a besoin, nous, en termes de gestion, d'avoir des outils plus précis. Donc en soi, l'un ne se substitue pas à l'autre, mais ils viennent vraiment se compléter pour avoir une information qui soit exploitable et la plus opérationnelle possible. Et puis sur la partie justement plutôt culture du risque, on essaye d'avoir un lien en fait entre de la science à la société, où l'agglo, dans le cadre du projet Marea, a organisé différents ateliers avec des chercheurs qui soient océanographes, géographes, sociologues, etc. Donc plutôt pluridisciplinaires, avec des gestionnaires, des élus, des organismes experts dont vous faites partie, pour essayer de débattre tous ensemble et d'échanger sur la perception du risque, la vulnérabilité des territoires, le fait qu'on ait tout le temps des modes de gestion qui soient trop aléacentrés, qu'on soit court-termiste dans la réaction des pouvoirs publics en général face à un événement climatique. Et l'idée, c'était d'utiliser toutes ces réflexions pour alimenter les politiques publiques des collectivités locales de la Côte Basque et plus globalement de les décliner à toutes les collectivités intéressées à différentes échelles, et dans une dimension de s'adapter plutôt que de lutter indéfiniment face au risque, puisque ça coûte vraiment trop cher et qu'on sait que ce n'est pas des bonnes solutions.
et qu'on essaye aussi d'avoir une approche humaniste, on va dire, pas dans le sens d'aide, mais vraiment s'intéresser à ce que pensent les gens, comment réagissent les gens, pour leur faire changer au niveau de leur comportement, les responsabiliser, tant les acteurs publics que les acteurs privés. Donc d'imaginer des outils en fait, de sensibilisation pour avoir des messages forts, pour que chacun en fait, au quotidien puisse se responsabiliser à l'approche d'une tempête par exemple, et ce qui globalement fait diminuer la vulnérabilité du territoire, qu'elle soit humaine ou structurelle et économique. Donc ça fait moins de gestion, moins d'argent public à dépenser à terme, et finalement on ressort de manière plutôt vertueuse de ce type d'événement. Et j'ai mis pour terminer quelques exemples qui sont issus de ces ateliers qu'on a pu mettre en place en 2018. Donc un gros projet d'exposition itinérante et pédagogique sur les risques littoraux qu'on va travailler avec nos scolaires et tout le grand public de la côte basque, que ce soit les habitants ou les touristes qui passent que l'été, ou les résidents secondaires qui ont des maisons sur la côte mais qui n'y sont pas pendant l'hiver et qui ne voient pas forcément les événements de la même manière. Différentes réunions publiques aussi pour parler avec les propriétaires qui sont concernés par le recul du trait de côte et aussi la submersion, pour leur expliquer en fait ce qui va se passer dans le temps, vu qu'on fait des projections statistiques de l'érosion, pour qu'ils voient que ça recule et que ça ne fera que reculer, donc il faut s'adapter. Et puis on poursuivra ces démarches-là sur toutes les communes du Pays Basque, dans les 8 communes littorales du Pays Basque, et puis en intégrant aussi les acteurs économiques dans la réflexion, puisqu'il y a beaucoup de camping, il y a du surf, les pêcheurs, l'industrie portuaire, etc. Donc on essaye vraiment d'intégrer tout le monde dans nos réflexions. Voilà pour le projet Marea dans sa globalité. J'espère que c'est bon. Je ne t'ai pas vu d'ici, pardon. Merci. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation de ce projet de recherche qui fait vraiment écho, je pense, à beaucoup de monde et qui montre qu'au niveau local, on a de belles expériences aussi, de belles leçons qu'on peut tirer pour d'autres territoires. Est-ce qu'on a des réactions dans la salle par rapport à cette présentation? Oui. Merci beaucoup pour la présentation. Je suis Moussa Sall du Centre écologique à Dakar, le ministère de l'Environnement, avec la particularité quand même que nous coordonnons également la mission d'observation du littoral ouest africain qui regroupe 11 pays depuis la Mauritanie jusqu'au Bénin. Et là, je suis intéressé par le système de caméras, parce que dans le cadre de notre suivi également, en partenariat avec l'IRD, on a pu avoir quelques caméras dans certains pays. Mais là, la particularité que j'ai vue, vous avez mis 4 caméras pour pouvoir couvrir toute la plage. Est-ce que il y a une distance qui a été respectée entre les caméras pour pouvoir couvrir toute la distance, ou bien c'est seulement sur l'angle de positionnement des caméras que vous avez joué? Ensuite, le deuxième point, c'est nous aussi, nous avons l'ambition que nos observations puissent être utilisées dans la prise de décision. Est-ce que vous avez pu quantifier le niveau de prise en compte des recommandations dans les attitudes des populations? Merci. Merci pour votre question. Alors sur la partie vidéo, donc en fait, ça dépend complètement de la résolution de l'image qu'on veut obtenir, d'une part, et ensuite de la configuration du point d'installation des caméras. Donc selon la hauteur de ce point-là et la distance par rapport à la zone de la plage qu'on veut surveiller, ça va influencer la résolution spatiale. Et donc pour suivre le G-Drive, il faut qu'il y ait une résolution spatiale assez fine dans le sens cross-shore de l'ordre de la dizaine de centimètres. Et donc c'est pour assurer cette résolution-là sur toute la longueur de la plage donc il y a plusieurs caméras avec plusieurs angles différents. Mais c'est vraiment spécifique au site, et quand ces systèmes sont déployés, pour les avoir vus déployés sur d'autres sites, à chaque fois il y a une stratégie spécifique qui est déployée. Et pour le volet prise en compte, donc c'est sur le site pilote de Biarritz, en tout cas, c'est un système qui commence à être complètement intégré à la prise de décision et aux mesures de protection qui peuvent être prises au cas par cas en fonction des tempêtes au cours de l'hiver. Donc c'est vraiment quelque chose qui rentre aujourd'hui dans la chaîne de décision et sur lesquelles la collectivité s'appuie. Bonjour, moi j'avais une autre question. Didier Jourdan du CHOM, chef de projet homonyme pour l'amélioration de la vigilance d'Axe-Submersion avec Météo France. Donc je vous rejoins complètement sur le constat qu'il faut une information à une échelle subdépartementale, voire si possible locale, et donc avec une descente d'échelle. À ce sujet, j'avais deux questions. Sur l'aspect modélisation, vous n'avez absolument pas mentionné la bathymétrie que vous utilisiez à extra haute résolution pour faire votre modèle, dont je ne sais pas quelle est la résolution, mais qui doit être de l'ordre métrique ou à peine
à peine quelques mètres, donc modèle de vague extra haute résolution. Ça, c'est la première question. Et après, c'est sur la mise en œuvre opérationnelle. Comment est-ce que vous envisagez de prendre en compte le fait qu'une des sources d'erreurs très importantes sur la prévision de la surcote et potentiellement des dégâts à terre, c'est l'incertitude sur les forçages atmosphériques et la cinématique de la tempête elle-même. Et donc, pour la mise en œuvre opérationnelle, c'est quelque chose de très important. Et dernier point, c'est les moyens de calcul que vous avez à mettre en face et en fonction de l'emprise du modèle que vous comptez mettre en œuvre. Ça fait 3 questions en une, j'en ai conscience, mais on pourra en discuter peut-être à tête reposée un peu plus tard. C'est de répondre rapidement. Alors pour la bathymétrie, donc c'est une combinaison au large des levées du Chaume, et plus on s'approche de la plage, plus on utilise des levées propres qui ont été réalisées dans le cadre du projet, avec donc des bathymétries multifaisceaux à haute résolution qui ont été réalisées sur le site et qui ont été réalisées chaque hiver pour la partie vraiment proche plage, la partie qui bouge, quoi. Mais on a toujours une incertitude importante sur le volet prévision lié au mouvement de modification du profil de plage, qui sont une problématique à laquelle on s'intéresse, mais pour laquelle on n'a pas de réponse pour l'instant. Pour la partie prévision, donc là sur ces sites-là, donc les résultats qu'on a obtenus jusqu'à maintenant suggèrent que la partie atmosphérique de la surcote est relativement limitée sur le sud-Aquitaine, et donc la prévision est principalement influencée par les prévisions de vagues, dans lesquelles il y a une certaine incertitude, et donc on essaye sur la base de cette incertitude d'avoir une gamme de niveaux d'eau, donc un niveau d'eau minimal et maximal qu'on pense pouvoir être atteint et qui tient compte de cette incertitude sur le forçage des vagues. Et enfin pour la dernière, donc sur la capacité de calcul, c'est un data center, un calculateur qui est opéré par Suez, qui est local, et qui est dédié à ces prévisions-là, ce système de prévision.